À la tête de ce bataillon de 50 bénévoles britanniques, il y a Etty, 23 ans, de Bristol. Cette consultante Ce qu'on vient de voir, ce sont des militants anglais qui s'échauffent le matin avant de partir pour la journée aider les migrants dans ce grand camp de réfugiés de Calais où nous nous trouvons. Et on comprend qu'ils aient besoin de se réchauffer parce qu'il fait ici un froid épouvantable. On est là dans ce qu'on appelle la partie sud de la jungle de Calais qui depuis une dizaine de jours est évacuée. Les travaux sont en cours. Il y a donc ce no man's land maintenant. Il y a encore une autre partie qu'on appelle le bidonville où vivent encore dans des conditions épouvantables près de 3000 personnes. Et puis il y a, on vous le montrera tout à l'heure, des nouveaux bâtiments en dur qui ont été inaugurés il y a à peine 2 mois. On en parlera tout à l'heure dans les fauteuils rouges avec la préfète du Pas-de-Calais qui dirige toutes ces opérations. Mais ce qu'on va essayer de faire ce soir dans Complément d'enquête, c'est de décrypter 20 ans de crise et 20 ans d'échecs politiques face à l'arrivée de ces migrants. On va aussi vous faire comprendre que c'est surtout l'histoire d'un bras de fer franco-britannique. C'est à la demande des Anglais que la frontière est ici très bien gardée. Et c'est parce qu'elle est bien gardée qu'il y a autant de migrants. Sauf qu'en ce moment, en Angleterre, peut-être que le vent tourne. Certains commencent à se poser des questions sur ce qui se passe ici. Ouvrez la frontière, l'appel de Londres. C'est un reportage de Laure Polez, Raphaël Chapira, Benjamin Poulain et Xavier Puperou. Allez tout le monde, on se bouge. Petite foulée pour se réchauffer. Quand les Anglais débarquent à Calais, c'est en mode commando. À la tête de ce bataillon de 50 bénévoles britanniques, il y a Etty, 23 ans, de Bristol. Cette consultante dans l'humanitaire a tout quitté il y a 5 mois pour aider les migrants. Ok, levez la main les nouveaux. Ah oui, presque tous en fait. Bon, il y a quelqu'un qui a une expérience en premiers soins? Il y a des médecins? Des infirmières? En un quart d'heure, Etty distribue les rôles. Ces bénévoles, avocats, étudiants ou profs de l'autre côté de la Manche, ne sont là que pour quelques jours. Il me faut 2 personnes qui ont déjà travaillé en supermarché. C'est pour l'emballage de la nourriture. C'est très important. Toi, super. Vous allez faire des packs de survie. C'est dans l'entrepôt, juste à droite. Leur base, c'est cet immense entrepôt à 5 km de la jungle. Ici, presque tout est british. Les dons, la main-d'œuvre et la musique. Sur un air de pop anglaise, des bénévoles de tous âges trient des montagnes de vêtements et préparent chaque jour 3000 repas pour les réfugiés. Comment expliquez-vous tous ces Britanniques qui viennent en France pour aider? Souvent, on parle de notre culpabilité. Moi, je ne me sens pas coupable. Je ne considère pas que je suis responsable de ce que fait mon gouvernement. Mais par contre, je suis en colère parce que mon gouvernement ne reconnaît pas le problème et la responsabilité de l'Angleterre dans la situation ici à Calais qui ne fait qu'empirer. Donc je suis très en colère. Et venir ici, pour moi, c'est une façon de faire quelque chose de positif. Depuis l'été dernier, les Anglais se réveillent. Depuis que leurs médias ont commencé à montrer la jungle à la télé. Depuis surtout que la photo du petit Elan mort sur une plage turque a fait la une de toute la presse outre-Manche. Résultat, les sujets de Sa Majesté représentent aujourd'hui les 3/4 des bénévoles dans la jungle. Et même l'acteur Jude Law est venu y faire un tour. Les conditions de vie sont horribles ici. Il faut voir les choses en face. Du jamais vu de mémoire de Calaisiens. Jusqu'ici à Calais, l'Angleterre c'était plutôt ça. Des barbelés partout,
financé par le gouvernement britannique lui-même. Réfugiés bloqués à Calais. Portrait de cette Angleterre généreuse qui rêve d'ouvrir sa frontière. C'est à Leeds, cité industrielle du nord de l'Angleterre, que vit l'homme qui incarne le mieux ce mouvement pro-réfugiés. Rob Lawrie, 49 ans, est entrepreneur et bénévole à Calais. En octobre dernier, il a tenté de faire entrer une enfant afghane en Angleterre. L'histoire a ému tout le pays. Un soir, au moment de repartir dans la jungle, Rob improvise une petite cache dans l'habitacle de son van. Là, j'ai fabriqué un petit lit avec un oreiller. J'ai mis des nounours et une sangle pour la maintenir. Pas trop serrée. Juste pour qu'elle ne tombe pas. Et elle s'est endormie. L'enfant qu'il cache, c'est Bahar, une Afghane de 4 ans. Rob s'est lié d'amitié avec la fillette et son père, qui rêvent de rejoindre des cousins en Angleterre. Ce soir-là, il fait très froid à Calais. Rob accepte d'emmener ce petit passager clandestin. Vous comprenez que les gens puissent vous prendre pour un passeur? Autant que je sache, les passeurs font ça pour de l'argent. Moi, je n'ai pas fait ça pour de l'argent. Rob voulait juste aider cette famille afghane, mais à la frontière, la petite fille est découverte par les douaniers et renvoyée dans la jungle. Lui est convoqué par la justice française. Il risque 5 ans de prison pour aide au séjour irrégulier. Je n'ai rien prémédité. Il était 22h30, elle s'était endormie sur mes genoux et je ne pouvais simplement pas la laisser là. Son père me l'avait demandé tellement de fois, à chacune de mes visites. S'il vous plaît, amenez ma fille en Angleterre. Et j'avais toujours refusé. Je ne pouvais pas faire ça. Mais cette fois, j'ai regardé la petite et dans un moment de folie, j'ai dit « Ok, je ne peux plus la laisser là ». Son procès a eu lieu en janvier dernier, à Boulogne-sur-Mer. La petite Bahar et son père sont là pour le soutenir. Les juges sont finalement cléments. Rob écope d'une simple amende, et avec sursis. La compassion était dans le box aujourd'hui. Et la France nous envoie ce message. La compassion finira par gagner. Depuis son procès, Rob ne voit plus beaucoup sa petite maison du nord de l'Angleterre. Mon chapeau fétiche. Cet hiver, il multiplie les allers-retours à Calais. Mes euros. Sa mésaventure lui a coûté une grosse dépression, un divorce et la faillite de son entreprise de nettoyage de tapis. Mais Rob continue malgré tout. Lui qui a grandi en foyer ne supporte pas de voir tant de familles en détresse, refoulées à la porte de son pays. Et son combat fait des émules. Ce soir-là, il organise une collecte de fonds dans un pub de sa ville. Comment ça va? Voilà France 2. Bienvenue dans notre soirée caritative. À la suite de son arrestation en France, Rob a été soutenu par des milliers de Britanniques, comme Sylve et Jim. Pourquoi vous teniez à soutenir Rob? Parce qu'il fait exactement ce que j'aurais voulu faire. Lui au moins, il va sur le terrain. Rob, c'est un homme comme vous et moi. Voilà, il le dit lui-même. Il dit que c'est un laveur de tapis. Et la situation dans laquelle il s'est retrouvé, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon voisin. Donc ça
brutalité inimaginable il y a encore quelques mois. Vous pensiez que c'était possible? Non, pas du tout. Moi, le petit gars de Leeds. Non, mais je trouve ça vraiment bien. C'est comme ça dans toute l'Angleterre, vous savez. Mais pour ce cow-boy solitaire, la nuit se poursuit sur la route. 6 heures de voyage à travers l'Angleterre, jusqu'à Calais. Et manifestement ici, même les CRS ont pris l'habitude de voir passer des Anglais. C'est pour l'entrepôt. Thank you. Listen. Mossab! Hey! Pour le thé, Rob est toujours le bienvenu chez les Soudanais. Ces hommes survivent ici depuis 8 mois. À chaque visite, l'Anglais est accueilli comme le Messie. Lui, il nous a beaucoup aidés, vous savez. Maison, chaussures, couvertures, tout. Même la nourriture, c'est lui. Ça, c'est nouveau. Pour améliorer leur quotidien, Rob a eu l'idée de construire ces abris. Ça, c'était le tout premier. De petites maisons faites de bois et de couches isolantes, à la place des tentes. Vous savez, il fait bon à l'intérieur, quand vous êtes 3 à dormir là. Ouais, super. On n'a pas froid là-dedans. Vous voyez ces gars, ils sont jeunes, en bonne santé, intelligents. Je vais vous dire, vous leur mettez n'importe quoi entre les mains, ils en feront quelque chose. Et pourtant, ils pourrissent là. On attend là, c'est tout. Mais jusqu'à quand? 1 an, 2 ans, 3 ans dans la jungle s'il le faut. Parce que tout ce que je veux, c'est aller en Angleterre. Mais tu sais, la France est aussi un beau pays. Un très beau pays. Ouais, certainement. Mais là-bas, j'ai ma famille, c'est différent. Face à ces migrants obsédés par l'Angleterre, Rob n'a pas de solution. Alors en attendant, faute de mieux, il construit ses abris de fortune, plus d'une centaine jusqu'ici. À quelques mètres de là, dans cette cabane qui sert d'école, l'une de ses compatriotes donne des cours d'anglais. Anna, 28 ans, est institutrice à Londres. Cette bénévole passe de temps en temps un week-end dans la jungle, mais pour elle, le combat est surtout de l'autre côté de la Manche, pour faire changer la politique de son gouvernement, ouvrir la frontière. Je pense qu'il y a assez d'argent, de ressources et de place pour tout le monde en Angleterre. Pour moi, c'est une honte de voir ça en 2016. Quand même, 6000 personnes, c'est rien. Merci. Je vous en prie. Vous allez nous manquer. Ah, vous aussi. Le lendemain soir, à Londres, devant Downing Street, la résidence du Premier ministre. David Cameron, can you hear? Refugees are welcome here. David Cameron, can you hear? Anna participe à sa première manif pour l'accueil des réfugiés de Calais, aux côtés de syndicats et de militants de gauche. Il est bien au chaud dans sa maison, David Cameron. Nous voulons qu'il s'intéresse à ces réfugiés et leur donne un endroit où dormir, ailleurs que dans des tentes. Ce serait bien qu'il y pense, ça ferait une énorme différence pour tous ces gens. C'est la seconde fois qu'un tel rassemblement est organisé, mais ils ne sont qu'une poignée. Il est 19h, l'heure de la sortie des bureaux. Vous savez ce qui se passe? Juste une question, vous savez pourquoi ils manifestent? Aucune idée. Je suppose qu'ils veulent aider les réfugiés syriens, mais moi je ne fais que passer, vous savez. Sur le sol anglais, les migrants de la jungle suscitent surtout l'indifférence
ou carrément l'hostilité. Vous ne pouvez pas accueillir autant de gens. Et les emplois, et les logements, ils vont les trouver où? Il n'y a déjà pas assez de place pour les gens qui vivent ici. Donc en faire venir plus? Non merci. De la rue jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Tim Lofton est député, conservateur, comme le Premier ministre. Membre d'une commission chargée de la question des migrants, il résume la politique de son gouvernement en un seul mot. Quand est-ce que vous allez ouvrir la frontière? Jamais. On rend un très mauvais service à ces gens en leur donnant l'illusion qu'ils pourraient avoir le droit de s'installer au Royaume-Uni, d'y travailler ou d'y recevoir des aides. Mais ils veulent venir chez vous, traverser la frontière. Comment peut-on les faire changer d'avis? Mais ça n'est pas notre responsabilité. Nous avons des frontières et des règles claires que nous appliquons simplement. C'est le gouvernement français qui n'est pas clair. Donc c'est le problème du gouvernement français et il doit le régler plutôt que d'en faire un problème britannique. Un cap politique tenu depuis des années. La mer n'est pas près de s'ouvrir pour les réfugiés de Calais. Pourtant, la Grande-Bretagne va plutôt bien. Croissance 2 fois plus élevée qu'en France. Chômage 2 fois plus bas. De l'autre côté de la Manche, dans la jungle, Rob, le cow-boy au grand cœur, veut continuer d'y croire. Elle est où la caravane de Bahar? C'est par là. Notamment pour les enfants comme Bahar, la petite Afghane qu'il a essayé d'aider. Depuis leur échappée ratée vers l'Angleterre, Rob lui a apporté cette caravane venue d'Écosse. À 4 ans, la petite fille continue de vivre ici avec son père, dans le bidonville de Calais. Ce matin, Bahar n'est pas là, mais l'homme qui garde la caravane nous laisse filmer le coin où elle dort. Voilà, c'est ici. Il y a ces nounours juste au-dessus. Je rappelle qu'on m'a condamné pour avoir mis la vie de cet enfant en danger. Elle n'avait pas de ceinture de sécurité lorsqu'elle était cachée dans mon camion. Mais juste après le procès, elle est revenue directement ici dans la jungle. N'est-ce pas la mettre en danger aussi? Je ne renoncerai pas. Et j'y arriverai. Arriver à quoi? À la ramener à sa famille en Angleterre. Mais légalement cette fois, avec des avocats des droits de l'homme. J'y arriverai. Même si ça me prend 10 ans, j'y arriverai. Rob a peut-être trouvé la brèche légale cette fois, le regroupement familial. Il y a un mois, pour la première fois, la justice britannique a forcé l'État anglais à accueillir 4 mineurs isolés de Calais. Ils ont pu rejoindre leurs grands frères en Angleterre et y faire leur demande d'asile. Et voilà pour ce reportage signé Laure Polaise et Raphaël Chapira. Et on se retrouve donc toujours à Calais dans ce grand camp de réfugiés avec une partie bidonville ici, et puis cette nouvelle partie en dur qui a été inaugurée il y a 2 mois tout juste et dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais pour l'instant, on parle de nos amis anglais avec vous. Sophie Péder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du bureau français du journal The Economist. D'abord, vos impressions, parce qu'avant de nous rejoindre dans ces fauteuils rouges, vous êtes promené dans ce camp de réfugiés. Vos impressions? C'est vrai que c'est choquant de constater l'état, les conditions de vie pour les gens qui sont là et de voir que ça se passe sur le sol français, au cœur de l'Europe. C'est choquant, il faut le dire. Alors les Anglais, ils ont conscience de ça? Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation de ces camps depuis un moment et il y a quand même des Britanniques qui viennent en bénévole pour aider les réfugiés dans les camps. Donc je pense qu'ils sont quand même très au courant de ce qui se passe ici à Calais. Alors effectivement, il y a beaucoup de Britanniques parmi les bénévoles, mais ça représente quand même qu'une toute petite partie des Anglais. La majorité de l'opinion anglaise, elle est contente de la situation actuelle, contente que la frontière reste fermée, non? Comme vous le savez, il y a tout un débat actuellement au Royaume-Uni sur les questions de l'Europe. Et un des sujets, c'est est-ce qu'on contrôle les frontières, oui ou non? Et dans le référendum qui aura lieu le 23 juin, ça c'est une question qui se pose. Ceux qui souhaitent partir, c'est précisément parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent pas les frontières.
Et là, on a vu à Calais, c'est les Britanniques qui contrôlent avec les Français à Calais. Alors justement, ce référendum sur le Brexit, la question des réfugiés est devenue un argument central dans la campagne, avec votre Premier ministre Cameron qui dit attention, si on sort de l'Europe, les Français risquent d'ouvrir la frontière. C'est une vraie question, ça? C'est ça qu'a dit votre ministre de l'économie, Emmanuel Macron. C'est lui qui a dit, il a menacé un peu, entre guillemets, l'idée de repousser la frontière jusqu'à Douvres. Est-ce que ça se passera vraiment comme ça? Ça reste à voir. Mais c'est vrai que la question des migrants, des réfugiés et de la migration en général, c'est un vrai sujet pour les Britanniques. Non seulement la question des réfugiés, donc il faut souligner que les Britanniques sont aussi concernés par la migration entre Européens. Il y a 800 000 Polonais qui se sont installés au Royaume-Uni et ça cause un problème pour une partie de la population britannique, pour l'opinion publique en tous les cas. Alors ce qui se passe ici, donc ce contrôle conjoint de la frontière avec les policiers britanniques, les policiers français, tout ça, ça a été mis en place après les accords du Touquet. Nous, en France, on a le sentiment aujourd'hui qu'on s'est fait avoir dans ces accords du Touquet. Non, à l'époque, Nicolas Sarkozy a accepté, pour faire plaisir aux Anglais, de dire ok, on ferme la frontière à Calais et non plus à Douvres. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est un accord qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un accord bilatéral et en même temps, vous avez les policiers français qui sont à Londres et à Douvres qui contrôlent la frontière des Britanniques qui sortent et qui viennent en France. Sauf qu'en Angleterre, il n'y a pas de camp de réfugiés, de personnes, pour des raisons géographiques. Mais pour le contrôle des frontières, si jamais, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a dit, si jamais on déplaçait la frontière jusqu'à Douvres, les Britanniques sûrement retourneraient ces personnes en France. Donc de l'un côté ou de l'autre... J'ai beaucoup parlé aux réfugiés dans le camp qui sont anglophones pour la plupart. J'ai trouvé une personne qui parlait français, donc la langue c'est une raison. L'autre raison c'est l'emploi. Ils trouvent qu'il y a plus d'emplois au Royaume-Uni, donc ils souhaitent pour la grande partie, au moins ceux à qui j'ai parlé aujourd'hui, parce qu'ils ont l'idée que c'est plus facile de trouver un emploi au Royaume-Uni qu'en France. Et l'autre raison c'est la famille. Il y a beaucoup d'Afghans qui ont de la famille là au Royaume-Uni, des Soudanais que j'ai rencontrés, et ils n'ont pas les mêmes réseaux familial, affectif en France. Donc ça fait... Et ils sont prêts à tout pour venir chez vous, hein. Ils vont essayer. Oui, j'ai rencontré un jeune homme qui a déjà tenté 2 fois de monter dans un camion. Il a été arrêté 2 fois et il souhaite retenter ses chances. Donc j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout... ils restent déterminés à y aller. Ils sont déterminés, même si ces derniers temps, nous dit-on, c'est de plus en plus difficile de rejoindre. Et de plus en plus dangereux. Et de plus en plus dangereux. C'est sûr. Merci beaucoup, Sophie Péder, d'être venue jusqu'à nous ici à Calais. Je rappelle que vous êtes chef du bureau parisien de The Economist. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que cette histoire n'est pas nouvelle. Ça fait presque 20 ans que les premiers réfugiés du Kosovo sont arrivés à Calais. Depuis, on a presque tout essayé et presque toutes les politiques ont échoué. On a ouvert des centres d'accueil, puis on les a fermés, on a fait intervenir les CRS, on a souvent fait que déplacer le problème. De Sangatte à Calais, c'est une histoire sans fin et c'est une enquête de Julien Daguerre, Florian Lemoyle et Vincent Gobert. L'opération a démarré quelques jours plus tôt, au cœur du plus grand bidonville d'Europe. Encadré par les CRS, sous l'œil des migrants, les tractopelles attaquent le démantèlement de la jungle de Calais. 3 engins et une vingtaine de personnes détruisent les cabanes de fortune qui abritaient plusieurs centaines de réfugiés. Bonjour, Grisette. C'est bon, tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Sous le feu des critiques depuis quelques jours, le sous-préfet Vincent Berton assume la décision de l'État. C'était nécessaire ce démantèlement? Oui, c'était tout à fait nécessaire. Vous voyez les conditions de vie dans lesquelles étaient les migrants ici, hein, dans la boue, l'humidité, le froid, l'insécurité, hein, avec le racket des passeurs, des différents business qu'on trouve ici. C'est absolument indigne de la France et de la République. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre un terme à cela. Restaurer l'autorité de l'État et surtout éviter la diffusion de ces images de réfugiés aux antipodes des valeurs de la France. Terre d'accueil,
et pays des droits de l'homme. Vous avez le sentiment que ça va changer quelque chose, ces tractopelles? Les tractopelles, ils sont là pour faire un travail de nettoyage et d'évacuation. C'est simplement leur fonction. C'est pas eux qui vont régler la crise des migrants, si c'est ce que vous voulez me dire. La crise des migrants, une histoire sans fin. 17 ans déjà que les pouvoirs publics tournent en rond. Grossir jusqu'à devenir ingérable en termes sécuritaires, on la démantèle et on recommence. Depuis la fermeture de Sangatte en 2002, le sujet est devenu un boulet pour toute la classe politique. Plutôt que de se dire « occupons-nous de ce problème », on se dit « refilons le bébé, la patate chaude aux voisins et voyons comment ils s'en dépatouillent ». Porte d'entrée de l'Eldorado britannique, Calais ne comptait au départ que quelques dizaines de migrants. Aujourd'hui, ils sont plus de 6000. Pourquoi les autorités n'ont-elles jamais réussi à endiguer ce phénomène ? Conseiller de l'ombre, ancien ministre. Vous voulez me faire dire très clairement que nous avons eu tort de fermer Sangatte. Moi, je vous dis que nous avons eu raison parce que c'était notre intérêt. C'était du théâtre et ça ne changeait rien du tout à la situation et à l'avenir de ces clandestins. Nous sommes lamentables. Je le dis avec regret. Nous sommes lamentables. Renoncement diplomatique, opération médiatique, retour sur 15 ans d'hésitation entre compassion et répression, enquête sur une France malade de ses réfugiés. L'histoire de Calais et de ses migrants commence à l'été 1999, dans le parc Saint-Pierre, au pied du Beffroi. Joël Loyeux en a été un des premiers témoins. Éducateur aujourd'hui à la retraite, il assiste à l'époque à une scène plutôt inhabituelle. Un soir, je me souviens qu'un camion s'est arrêté sur l'avenue et est descendu une trentaine d'enfants qui avaient simplement des sous-vêtements. Ils étaient accompagnés de quelques adultes et se sont installés là, ici à côté. Mais il y avait des gens partout, sur les bancs, il y en avait dans les allées, il y en avait partout. Et ils dormaient dans les sacs poubelles, ils s'abritaient avec des cartons, ils empillaient un immeuble en face pour récupérer la laine de verre pour s'abriter. Vraiment, c'était atroce. Les plus jeunes ont à peine 6 mois, leurs frères et sœurs ne sont guère plus âgés. La trentaine d'enfants du parc Saint-Pierre vient du Kosovo. Avec leurs parents, ils ont fui la guerre des Balkans à 2000 km de là. Ils espèrent rejoindre l'Angleterre. La solidarité s'organise timidement. Parmi les bénévoles, Joël Loyeux. C'est pas avec un quart de pain par personne qu'on peut les soulager, mais c'est rien que le geste. Je pense que psychologiquement, ils ont besoin d'un soutien, d'un réconfort. Depuis 2 mois, la même scène, la même... Rapidement, les Kosovars affluent. La situation devient intenable. La détresse de ces familles va pousser le gouvernement de l'époque à réagir. À Sangatte, une station balnéaire toute proche de Calais, l'État réquisitionne alors un immense hangar appartenant à la société Eurotunnel. Le site est transformé en lieu d'accueil et d'urgence humanitaire pour 300 réfugiés. Toute la classe politique approuve. C'était une décision qui avait sa pleine logique. On est des êtres humains, socialistes ou pas, on doit essayer d'apporter un minimum de protection à des personnes qui ne sont pas venues là volontairement, mais qui ont été chassées, pourchassées, poursuivies et qui cherchent quelque part un oasis de paix. Géré par la Croix-Rouge, ce centre offre le minimum vital. Distribution de repas, de vêtements chauds pour l'hiver, de soins médicaux. Mais pour la plupart de ces réfugiés, déjà, l'essentiel est ailleurs, à 6 km à peine du camp de Sangatte. Je veux retourner à Calais et pas rester ici. À Calais, j'ai une chance de monter dans un camion et de prendre le bateau pour l'Angleterre. Je ne veux pas rester ici.
L'Angleterre, un pays très attractif. Sur place, pas besoin de papier d'identité. Et à l'époque, les migrants pouvaient même travailler avant d'avoir obtenu le droit d'asile. Mais outre-Manche, ces images de réfugiés essayant de gagner le Royaume-Uni commencent à irriter. Côté anglais, on craint que le centre de Sangatte ne crée un appel d'air, un flux impossible à contrôler. Les journaux britanniques se lâchent. On a affaire à une presse anglaise qui est très excessive vis-à-vis du centre de Sangatte. Quand on lit la presse anglaise de l'époque, le centre de Sangatte, c'est un centre de fitness pour migrants. Un lieu où ils viennent recharger leur batterie. C'est quasiment Club Med, en fait. Pour les Anglais, c'est une espèce de trahison, en fait. On est une espèce de pourvoyeur permanent de clandestins. Malgré les critiques venues d'Angleterre, pas question pour le gouvernement socialiste de fermer Sangatte. L'opinion publique française reste favorable à la cause de ces réfugiés de guerre. Mais ça ne va pas durer. À partir de l'été 2001, la droite fait de l'insécurité et de l'immigration clandestine deux des principaux thèmes de la campagne présidentielle à venir. Cette insécurité croissante, grandissante, une espèce de déferlante, est inacceptable. Il faut y mettre un terme. Le président de la République a brandi avec force le thème de l'insécurité. Il a même employé l'expression « c'est une déferlante ». C'est une déferlante. Cette campagne nationale d'orchestration de la peur et de l'inquiétude ne pouvait pas ne pas avoir une influence sur les habitants du Pas-de-Calais. À Sangatte, ces discours sur l'insécurité et l'immigration vont effectivement faire leur petit effet. D'autant que 3 ans après son ouverture, le centre de la Croix-Rouge accueille désormais plus de 1500 réfugiés, d'une dizaine de nationalités différentes. La promiscuité crée des violences entre communautés. Les migrants, devenus enjeu électoral, se retrouvent alors au cœur des critiques. Ces gens qui ne sont que des réfugiés de guerre ou de pays en dictature deviennent un problème parce qu'ils finissent par avoir une image qui les accompagne de violence et de souffrance. Plutôt que d'être des êtres humains qui ont des problèmes, ils deviennent eux-mêmes un problème. Dans la petite station balnéaire, c'est le début d'une fronde anti-réfugiés menée par quelques habitants. À leur tête, le médecin du village. Il dit tout haut ce que les Sangatois, dans leur majorité, pensent tout bas. D'abord, 1600 réfugiés et 900 habitants, vous voyez la disproportion. On a le sentiment d'être envahis. Il y a 1 an, on nous a probablement traités de racistes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'opinion publique a changé. 15 ans plus tard, nous avons retrouvé le porte-parole de ce collectif, en mairie de Sangatte. Pascal Dubus est désormais adjoint au maire, en charge du tourisme. Aujourd'hui, l'élu nous assure que son combat de l'époque n'était pas dirigé contre les migrants eux-mêmes, mais plutôt contre l'inaction de l'État. On voyait des flux arriver, et encore une fois, on n'avait aucune réponse de l'État sur l'objectif du centre. Quel est le but? Est-ce que Sangatte s'est sacrifié, en gros, au problème migratoire de Calais? L'État, encore une fois, a commencé à réagir quand l'opinion publique a changé. Mai 2002, Jacques Chirac est réélu. Du ciel. Fraîchement nommé Place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur réserve son tout premier déplacement à Sangatte, en commençant par ses habitants. Je voulais venir, ne serait-ce que pour comprendre les lieux, et puis pas vous donner le sentiment qui était un peu le vôtre, que vous étiez abandonné. Nicolas Sarkozy a une annonce à faire. La fermeture du centre de Sangatte. Le ministre dit vouloir lutter contre les filières et les réseaux de passeurs. 7 mois plus tard, les bulldozers démolissent le hangar de la Croix-Rouge. Ce centre organisait un appel d'air, organisait une filière de migration. Et quand je dis filière, bien entendu, me vient à l'esprit que, chacun le sait bien, il y avait tout un tas de filières criminelles qui accompagnaient ces migrations. Ni le Royaume-Uni, ni la France n'avaient intérêt à ce qu'elles soient perpétuées.
Donc nous avions intérêt à couper cette filière, et le Royaume-Uni aussi. Derrière la fermeture de Sangatte, il y a en fait un deal entre la France et l'Angleterre, un accord conclu entre Nicolas Sarkozy et son homologue britannique, David Blunkett. La Grande-Bretagne a décidé d'accepter environ 1000 Kurdes irakiens, plus un certain pourcentage d'Afghans choisis sur les critères du regroupement familial. Pour éviter que les 2000 réfugiés de Sangatte ne se retrouvent à la rue, les deux pays ont décidé de répartir les migrants de part et d'autre de la Manche. Un premier arrangement, en attendant le sommet du Touquet, 2 mois plus tard. Lors de ce rendez-vous sur la coopération policière des deux pays, le gouvernement de Tony Blair parvient alors à imposer à la France la signature d'un accord pour le moins inéquitable et lourd de conséquences. À partir de 2003, la France accepte de gérer totalement le problème de l'immigration, du flux migratoire vers le Royaume-Uni, et pour l'essentiel à ses frais. En échange de matériel de détection fourni par les Britanniques, la France accepte en effet de prendre à sa charge le contrôle des réfugiés vers l'Angleterre. La frontière du Royaume-Uni s'établit désormais au port de Calais. C'est quelque chose effectivement d'étonnant, de surprenant, que nous devions au fond protéger la Grande-Bretagne avec nos forces de police. Et nous devions en plus, à la demande des Anglais, organiser la protection du tunnel et contrôler. Oui, il y a une pression anglaise très forte. Si la diplomatie britannique est aussi efficace, c'est qu'ils prennent les choses sérieusement. C'est-à-dire que du côté français, pendant les négociations du traité du Touquet, vous avez un diplomate délégué par le ministre de l'Intérieur qui n'a à peu près aucune compétence en matière de coopération policière. De l'autre côté, vous avez des gens formés, des policiers, et des gens qui savent parfaitement de quoi ils parlent. Et quand vous avez une négociation aussi déséquilibrée, il est fréquent que le plus compétent l'emporte par rapport au moins compétent. Sur cette affaire, l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy nous a livré une version sensiblement différente. Selon Claude Guéant, cet accord serait en réalité un cadeau fait aux Anglais dans un contexte international assez tendu. Nous étions, comme ça arrive parfois avec le Royaume-Uni, dans une relation un peu compliquée, puisque nous avions eu, des mots à une époque où se préparait l'intervention militaire en Irak. La France était sollicitée d'intervenir aux côtés des Anglais et des Américains. Nous ne l'avons pas fait. Et je dirais simplement que dans un ciel qui était un peu nuageux pour couvrir nos relations avec le Royaume-Uni, la signature du traité du Touquet en février 2003 a été un rayon de soleil. Un petit renoncement pour ménager les relations franco-britanniques, mais que la région de Calais va payer cash. Dans les années qui suivent, la région est confrontée à une nouvelle vague de migrants, plus importante encore. Parmi les réfugiés, ironie de l'histoire, des hommes et des femmes qui fuient le conflit irakien, provoqué en partie par les Anglais. C'est quand même extraordinaire de penser que ceux qui ont entraîné le monde dans ce désordre, dans ce chaos, s'appellent Bush et Blair. Les mêmes, en tout cas pour les Britanniques, veulent transformer la France, ou continuent à nous transformer en garde-côte pour les protéger de la venue de quelques milliers de réfugiés qui ne déséquilibreraient pas l'économie britannique. Il ne faut pas voir les choses en constatant seulement des faits, mais en réfléchissant. Enfin, c'est quand même la France qui, pour des raisons géographiques, est obligatoirement le pays de passage ou de rebond vers le Royaume-Uni. C'est un premier point. Et deuxième point, si les Britanniques ne veulent pas accepter sur leur territoire un certain nombre de gens qui s'y présentent, ils reviennent chez nous. Donc nous sommes 2 fois perdants. Donc nous avons intérêt à coopérer pour faire en sorte que les chances de passage vers le Royaume-Uni soient diminuées et que par conséquent ce soit moins attractif d'essayer d'y parvenir. Pour être moins attractive, la France choisit alors de renforcer ses moyens de police et interpelle en nombre. Les migrants se retrouvent sous contrôle. Une stratégie parfaitement assumée.
Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises aussi très concrètement, notamment au niveau policier, pour les dégoûter, ces réfugiés ou ces migrants? Pour les décourager d'être là, oui, parce que ce n'est pas à Calais qu'on présente cette demande pour un séjour en France. Il y a des lieux pour ça, et par conséquent, ils ont été réorientés. Nous avions en permanence le souci de réduire l'attractivité d'un passage par Calais pour aller en Grande-Bretagne, et nous avions sans cesse le souci de faire en sorte que la population calaisienne vive dans les meilleures conditions de tranquillité possibles. Parce que nous, mais il n'empêche que la population calaisienne a peur. Des contrôles pour rassurer la population, mais le problème des migrants reste entier. Depuis la fermeture de Sangatte, il n'existe plus de lieu pour les accueillir. Les réfugiés se dispersent dans les sous-bois, vivent dans le dénuement le plus total. Dans cette église, les bénévoles s'organisent. Ce curé calaisien propose alors des hébergements de fortune. Hier matin 40, hier soir quand on a démarré 70 en cours de nuit, et puis on arrive maintenant à 115, 116. Donc, De cette époque, l'abbé Jean-Pierre Boutoil garde un souvenir amer. Touché par la détresse de ces réfugiés, l'homme de foi a surtout été choqué par l'attitude des policiers français. Moi, j'ai été témoin de certains contrôles où on menottait le migrant sur le trottoir. J'ai été témoin de contrôles où on faisait baisser le pantalon au migrant pour penser qu'il cachait un couteau. Combien de fois on a entendu des migrants qui disaient on était aspergés de gaz lacrymogène, on a pris nos tapis de prière et on les a salis, on les a mis dans l'eau. Et à chaque fois on leur disait si vous voulez être tranquille, partez, partez. Mais les migrants restent à Calais, toujours aussi déterminés à gagner l'Angleterre. À la fin des années 2000, ils sont désormais plusieurs milliers à s'entasser dans une ancienne décharge, bientôt baptisée la jungle. Voilà, le regard par là, merci. Oh, Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Le dossier des réfugiés est alors confié au ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, Éric Besson. Nommé au Quai d'Orsay, Bernard Kouchner veut faire entendre sa voix. Il milite pour une renégociation avec les Britanniques des accords du Touquet. Moi, je m'occupais des affaires internationales. Les affaires internationales n'étaient pas concernées par ça, hélas. On n'avait pas voulu des diplomates pour ces affaires-là. C'est dommage parce que les diplomates, quand on leur donne de bonnes directives, ils sont quand même pas mauvais. On aurait pu, au niveau des affaires étrangères, régler peut-être, pas certain, mais de façon plus, disons, plus calme. La loi de la jungle, c'est la loi des passeurs. Et la République ne saurait accepter l'existence de ce véritable village clandestin. Comme en 2002 avec Sangatte, l'État emploie la méthode forte. Dans les pas de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, Éric Besson annonce le démantèlement de la jungle. La police évacue les migrants. L'opération a été minutieusement préparée par le cabinet du ministre. Le message, il était conçu comme ça. On savait bien que c'était ces images-là qui allaient, parce qu'elles allaient être reprises par les médias internationaux, arriver en Irak, en Afghanistan, partout où les migrants doivent, les candidats à la migration doivent se dire, ah, à Calais, peut-être il fait pas si bon que ça. Je regarde la télé, je regarde CNN, je vois des pelleteuses en train de tout démolir à Calais, je me dis, je vais hésiter. Cette opération est, j'ai envie de dire, géniale, parce que dans les années qui suivent, alors que les migrants n'ont pas disparu du Calaisis, les gens s'imaginent que c'est terminé. Je me souviens, en 2011-2012, quand je raconte aux gens que je vais à Calais pour rencontrer les migrants, on me répond, mais c'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus de jungle. Cette mise en scène, en fait, de la destruction de la jungle fonctionne très bien dans l'opinion, et même si les migrants sont toujours là, on s'imagine qu'ils ne sont plus là, et finalement c'est l'essentiel pour le pouvoir politique.
Aujourd'hui, 7 ans plus tard, le problème est toujours là. Il s'est même aggravé. À Calais, une nouvelle jungle a vu le jour, plus équipée que jamais. Églises, écoles, restaurants, 6000 réfugiés vivent désormais dans cet immense terrain vague. Mais le gouvernement, socialiste cette fois, a de nouveau choisi l'option du démantèlement. Aux grandes dames des associatifs, toujours présents sur place. Ben voilà. Voilà ce que le gouvernement est le plus doué à faire. C'est-à-dire? Raser. Avec force de police. Voilà. C'est ça, c'est la spécialité de Calais. Ça recommence à chaque fois. Arrivée de gens, évacuation, arrivée de gens, évacuation. Et le problème n'est jamais résolu. Pour vous, c'est l'histoire qui bégaye? Tout à fait. Simplement, il y a une grande différence, c'est que le problème est de plus en plus grand. Face au drame humanitaire, plusieurs propositions de relogement sont actuellement faites aux réfugiés. À Calais, à 2 pas de la jungle, des containers chauffés, installés par l'État. Et à 40 km de là, le camp de Grande-Sainte, géré par Médecins sans frontières. Des solutions provisoires qui rappellent étrangement celles du hangar de Sangatte, détruit il y a 15 ans. Et voilà pour cette enquête signée Julien Daguerre et Florian Lemoyle sur cette histoire sans fin de l'accueil des réfugiés à Calais. On se retrouve maintenant dans un container, 12 chalis, des prises électriques, un peu de chauffage, quelques placards. Ce sont des réfugiés afghans qui sont logés. Ces containers qui ont été mis en place ici à Calais il y a 2 mois et qui accueillent déjà plus de 1200 personnes. On en parle tout de suite avec celle qui a pris l'initiative d'installer ce camp provisoire. Et on se retrouve donc au milieu de ces containers avec Fabienne Bussiot, préfète du Pas-de-Calais. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans le reportage, l'accueil des migrants dans cette région de Calais, c'est 20 ans d'échec. On a tout essayé. On a essayé Sangatte, on a essayé les évacuations, on a essayé de le laisser faire. Et là, ces containers, c'est la dernière tentative pour essayer de faire quelque chose. Parce que juste derrière ces containers, il y a ce qu'on appelle la jungle. Et on l'a vu particulièrement aujourd'hui où il fait très mauvais, très froid et il pleut. C'est vraiment indigne ce qui se passe ici. D'abord, la situation de Calais vient de ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on est simplement le visage de la situation mondiale et qu'à Calais, on est proche des terres anglaises. On est à moins de 30 km de l'Angleterre, donc on est un peu au bout du bout. Et ces migrants qui viennent, parce qu'ils cherchent un meilleur, une vie meilleure, rien de plus, arrivent à Calais parce que pendant leur trajet, ils sont pris en main par les passeurs qui les emmènent toujours un peu plus loin. Alors ils arrivent à Calais, et à Calais, qu'est-ce que leur dit le passeur? Eh bien, l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Et donc il faut encore de l'argent pour aller plus loin. Alors ce qui se passe depuis maintenant une quinzaine de jours, c'est que donc vous avez décidé de raser une partie de la jungle pour installer les gens dans ces containers. Quand vous le présentez comme ça, on dirait que d'un coup, comme ça, on a pris une idée brutalement. En fait, c'est un travail sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Il y a d'abord une première étape qui a été de libérer une zone qu'on a appelée la bande des 100 mètres pour éloigner le camp de la Lande de la rocade et des riverains qui habitent à proximité. C'était une zone de sécurité aussi bien pour les forces de l'ordre qui doivent aussi être protégées par rapport aux attaques massives qu'elles subissaient au niveau de la rocade, puis préserver les riverains pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité de cette situation. Ouais. Et puis une deuxième étape, si vous voulez, c'est l'étape que nous vivons aujourd'hui où en fait l'État s'est mis en capacité de mettre fin. Je rappelle quand même que l'État a été condamné par ces mêmes associations qui aujourd'hui, certaines en tout cas, voudraient que ce camp demeure. Nous avons été condamnés à trouver une solution, à accueillir dignement ces personnes. On s'est donc mis en capacité de le faire et de deux façons. En créant ce centre d'accueil provisoire dans lequel nous sommes, où on peut accueillir sobrement mais dignement 1500 migrants, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, en créant un peu partout en France. Nous en avons actuellement 112 centres d'accueil et d'orientation où déjà près de 3000 migrants se sont rendus et où 85% d'entre eux ont fait une demande d'asile. Alors, ça a été contesté, l'évacuation donc de la partie sud, elle est en cours. Maintenant, on a presque envie de vous dire, mais
et quand est-ce qu'on évacue aussi le reste de la jungle? Parce que quand on voit dans quelles conditions vivent les gens ici, quand on voit ces containers, on se dit c'est quand même mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, est-ce que la France n'a pas les moyens financiers de mettre tous ces gens qui sont sous la tente dans des containers chauffés? Alors, vous avez raison, je l'ai jamais caché. À mon niveau, au niveau local, l'objectif de l'État, on a créé ici à Calais un accueil digne pour environ 2000 migrants. Parce qu'on estime que c'est ce qui est supportable pour la population calaisienne. Calais n'est pas une très grande ville, 72 000 habitants. Il faut trouver un équilibre entre tout ça et c'est pour ça qu'on a créé ces centres un peu partout en France. Donc ce camp, nous avons fait une seconde étape qui est celle dont vous parlez. Il y aura bien sûr, tout ne sera pas réglé dans cette seconde étape. On aura fait un pas important, mais il y aura encore des choses à faire. Alors, se projeter, dire ce que l'on va faire, je vous dis, l'objectif à atteindre, c'est 2000 migrants reçus dignement et une population calaisienne qui comprend et accepte la situation migratoire. Ce centre, donc ces containers, on a appelé ça un centre d'accueil provisoire. Oui. C'est un provisoire qui peut durer, non? Parce que les migrants, ils vont continuer à arriver. Centre d'accueil provisoire, parce qu'on fait un lien aussi entre ce centre d'accueil provisoire et les centres d'accueil et d'orientation. Les migrants, souvent, ce qu'ils veulent, ils viennent là, dans ce centre, ils se posent, ils réfléchissent. Et souvent, ce centre, et on le voit là déjà maintenant qu'on a plusieurs semaines de recul, c'est en fait un premier pas vers une intégration en France. Et quand ils se sont posés, j'ai l'exemple d'une famille afghane, d'un père qui m'a parlé, qui était avec sa femme et ses 6 enfants, qui est venu ici parce qu'il m'a dit « je veux protéger mes enfants, donc je ne veux pas les laisser dans la jungle, je viens ici ». Et qui me disait « mais moi je veux aller en Angleterre, je ne veux pas aller dans les centres d'accueil et d'orientation ». Bien la semaine dernière, après s'être posé ici, après avoir discuté avec les représentants de l'OFI, de l'OFPRA, eh bien, il a fait le choix de tenter sa chance en France et de partir en centre d'accueil et d'orientation pour demander l'asile en France. Donc voilà, cette petite victoire-là, c'est tous les jours que nous le vivons avec plein d'autres personnes. Ouais, mais ce provisoire, il est quand même amené à durer. Écoutez, il durera le temps où nous en aurons besoin, mais ce n'est pas quelque chose qui est figé. Vous voyez, c'est un lieu de passage, de pause, qui amène vers les centres d'accueil et d'orientation. Merci beaucoup, Fabienne Bussiot, préfète du Pas-de-Calais. On va maintenant parler d'un mouvement qui se dessine, qui est encore très marginal, mais qui vous arrangerait, je pense, s'il devait prendre de l'ampleur. C'est le mouvement de réfugiés qui choisissent de rentrer chez eux, tout simplement parce qu'ils découvrent que l'Europe, ce n'est pas le paradis dont ils avaient rêvé. En Allemagne, ils ont été 1200 au cours des 2 derniers mois. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même 10 fois plus qu'à la même époque l'an dernier. Alors, reportage maintenant donc sur une famille qui fait le voyage retour. Retour à Erbil, reportage signé Mathieu Fourou, Maurice Ferlet et Alice Panouillot. Ils rêvaient d'une vie meilleure pour eux et leurs enfants. Derrière ces fenêtres, des dizaines de familles touchent enfin leur rêve du doigt, vivre à l'abri de la guerre et repartir à zéro dans cette petite ville d'Allemagne. Un camp de réfugiés avec ses bénévoles dévoués, sa crèche, ses chambres individuelles. Une organisation toute germanique mise en place par Diary et Ina. Le dîner, les migrants peuvent l'emporter? Oui, c'est prévu. Et la cantine ensuite elle ferme, c'est ça? Oui, ça réouvre demain matin. Ils sont aux petits soins avec leurs pensionnaires venus d'Irak et de Syrie. Tiens, regardez, ça ce sont les menus. Des menus halal, 3 repas par jour et des tentes abritées pour patienter. Mais depuis 3 mois, Diary et Ina doivent répondre à une demande étonnante. Pendant notre tournage, une famille en colère vient les interpeller. S'il vous plaît, attendez un peu. Donnez-nous les passeports. On veut repartir en Irak. Écoutez, ça fait 6 mois que je les demande au directeur. On vous demande rien d'autre. Donnez-nous juste les papiers et on repart chez nous. C'est tous les jours que des gens demandent à repartir? Oui, tous les jours. Par exemple, avant-hier, j'ai accompagné 39 personnes à l'aéroport. 35 venaient d'Afghanistan et 4 étaient irakiens. Ils sont tous rentrés. Et aujourd'hui, j'ai encore 6 départs prévus.
Comme Samir, 28 ans, sa femme Ojin, 29 ans, et leurs 3 enfants. La famille est arrivée d'Irak il y a seulement 2 mois. Eux aussi veulent repartir, déçus par l'Allemagne. Et ils n'ont pas envie d'attendre encore 1 an avant d'obtenir l'asile. Si on attendait un peu, les enfants pourraient aller à l'école, apprendre la langue, avoir la nationalité allemande. Mais la réalité, c'est qu'on n'a toujours pas de titre de séjour. Vous êtes quand même mieux que dans un pays en guerre. Peut-être, mais tout est compliqué pour nous ici. Je ne parle pas la langue, le cadre est sympa, mais ici, je me sens pas chez moi. Allez, accroche-toi bien. Ça suffit? On arrête? Pour Samir et les siens, cette vie en Allemagne a un goût amer. Il a connu sa première déconvenue dans ce hangar, un ancien entrepôt de poissons, reconverti en cantine. Vous voulez une soupe? Oui, une soupe, s'il vous plaît. La famille Hussein vient y prendre ses repas. La gastronomie allemande, un choc culturel. Délicieux, hein? Tu parles? Regardez. Je vous jure que si vous servez un plat comme ça en Irak, ce serait un scandale. Tout est gratuit ici et vous vous plaignez? Franchement, c'est pas bon. Moi, cette vie, ça me va pas. Une vie en collectivité, sans intimité, dans un décor triste. Ce n'est pas vraiment ce qu'on lui avait promis. Moi, je suis venu parce que j'avais vu les belles photos sur Facebook envoyées par les Irakiens qui étaient ici. Ils disaient qu'on peut toucher 2 000 € par mois en bossant chez BMW, avec des beaux collègues blonds aux yeux bleus. J'espérais travailler, toucher un beau salaire, sauf que c'est pas du tout le cas et que je fais rien de mes journées. Pas de salaire, pas de maison et toujours pas de papier. Dans cette nouvelle vie, Samir et Ojin ne trouvent pas leur place. Il fait froid, hein? Gießen, 80 000 habitants et 5 000 réfugiés qui s'aventurent rarement en centre-ville, frustrés de ne pas profiter de l'Allemagne et de ses richesses. Tu veux acheter ça? 29 €, c'est un peu cher, hein? Regarde, l'autre est en promo. C'est ça l'image que vous aviez de l'Allemagne, le luxe et la modernité? Oui, c'est joli, c'est moderne. Mais c'est pour les Allemands, pas pour nous. Nous, on ne peut pas se payer tout ça. C'est pour ça que je ne sors jamais du camp. À l'extérieur, on est complètement perdu. Pour les Allemands, ce pays est génial. Mais nous, on n'a pas notre place ici. Un rendez-vous manqué avec l'Europe et le sentiment d'une immense déception. Car pour arriver ici, cette famille d'Irakiens modestes a payé le prix fort. En Irak, on a vendu tout ce qu'on avait. On avait une voiture qu'on a vendue. On a vendu les meubles, la vaisselle, même nos vêtements. On s'est débarrassé de tout pour pouvoir payer les passeurs. 30 000 $ en tout. Une fortune pour ce vendeur de volailles. Depuis la Turquie, ils ont parcouru avec leurs 3 enfants des centaines de kilomètres vers l'Europe. Sur la route, on a beaucoup souffert. On n'a jamais autant souffert de notre vie. On n'avait pas de voiture. Il fallait marcher sans s'arrêter avec les enfants. Regardez son talon. Ses pieds sont tout gonflés. Et encore, c'est rien par rapport à avant. Un médecin lui a mis de la pommade, heureusement. Comme beaucoup de migrants, ils ont filmé leur traversée. Au départ, plein d'espoir. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas y arriver. Et regardez, on arrive en Europe. Mais pendant le périple vers leur terre promise, sa femme a perdu sa mère, ses 2 frères et 20 autres membres de sa famille. Leurs embarcations se sont renversées. Ce soir, c'est décidé, la famille Hussein passe sa dernière nuit dans le camp. Fin de l'aventure européenne pour Samir et les siens. Mes rêves, ils s'arrêtent ici. Sans regret? Non, je regrette pas de rentrer chez moi. Demain, il s'envolera vers l'Irak. Allez, viens, on y va. Après 2 mois de galère, la vie de la famille irakienne tient dans ces quelques valises.
L'administration allemande a payé le billet d'avion et le taxi de l'aéroport. Elle a aussi prévu un petit coup de pouce pour leur premier jour en Irak. 1700 € en cash. On vient de me donner l'argent. Mais c'est pas énorme. Parce qu'en Irak, je vais devoir tout me racheter. Sous les flocons de l'hiver allemand, la famille irakienne vit avec soulagement ses dernières heures en Europe. À l'aéroport de Francfort, ils retrouvent une quarantaine d'autres migrants. Depuis l'an dernier, 10 000 Irakiens comme eux. Dans la jungle, les conditions étaient vraiment difficiles. Tous préfèrent retourner vers la guerre, plutôt que de dépérir loin de chez eux. On a fui Daesh pour ne pas mourir, mais ici on meurt à petit feu. À 1 heure du décollage, Samir esquisse un sourire. Le premier depuis que notre tournage a commencé. En Allemagne, ils nous donnaient des sandwichs et on savait pas ce qu'il y avait dedans. Un jour, ils m'ont servi des boulettes. Je pensais que c'était du bœuf. Mais en fait, il y avait du porc dedans. On devient dingue ici. Au décollage, Ogine et son mari prient pour que Dieu les ramène sains et saufs. 6 heures pour repenser aux risques qu'ils ont fait prendre à leurs enfants en traversant la Méditerranée en Zodiac. 6 heures pour réfléchir au sens de cette aventure familiale qui a tourné à la débâcle. Mesdames et messieurs, notre avion vient d'atterrir à Erbil. Il est 4 heures du matin, heure locale. La température extérieure est de 9 degrés. Arrivé dans sa ville natale, Samir exulte. Pour fêter leur retour, toute la famille a fait le déplacement. Même la grand-mère de 60 ans n'a pas dormi de la nuit pour accueillir elle-même ses petits-enfants. Elle vit dans un faubourg pauvre d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. C'est chez elle que Samir va dormir ce soir. Et dans 2 jours, elle devra héberger les 2 autres frères de Samir, rentrés eux aussi d'Allemagne avec leurs enfants. Mon fils, on est content que tu sois là. Mais tu vois, il n'y a pas assez de place pour tout le monde et ton frère arrive la semaine prochaine. On n'a pas un sou. Je me demande comment on va faire. Ah, je suis quand même contente de te voir. Dès que mon frère sera là, je vais me retrouver sans logement. Personne ne lui avancera l'argent pour sa caution. Un retour à zéro dans un Irak en crise. Grâce au pétrole, Erbil et son million d'habitants vivaient une prospérité relative. Mais les cours du baril se sont effondrés. L'économie est à l'arrêt dans cette province autonome au nord du pays. Et la guerre n'est pas loin. À 1 heure de route d'ici, les combattants de Daesh se verraient bien marcher sur la ville. De retour d'exil, Samir doit composer avec cette réalité. En attendant, la famille a préparé un festin pour lui et notre équipe. Mets-en plus dans le bol. Une petite leçon pour nous montrer qu'en Irak, on sait recevoir les étrangers. Regardez, on est réunis, on est en famille, mais on invite quand même les amis de passage. On n'est pas fermés comme les Allemands. Ne vous gênez pas, hein? N'hésitez pas à manger autant que vous voulez. Samir ne regarde pas à la dépense, mais sa situation financière est catastrophique. Il nous invite à l'accompagner sur le marché, où il a toujours travaillé, avec ses copains. Bienvenue toi. Tu vas bien? Comment ça va? À chacun de ses amis, Samir a emprunté de l'argent pour payer son voyage. Et des amis, il en a beaucoup ici. Comment ça va? Bienvenue à toi. C'est bon d'être au milieu des siens. Même au pain sec et à l'eau, on est mieux que là-bas.
Dans la bande, personne n'est surpris de le voir revenir. Vous avez vu beaucoup de gens rentrer en Europe comme lui? Énormément. Et ceux qui rentrent, ils disent quoi? Ils sont tous pleins de regrets. C'est-à-dire? Bah, c'est toujours la même chose. Quand ils rentrent, ils n'ont plus un seul sou en poche. Samir a de la chance. Dès son retour, il retrouve son ancien boulot. Plumeur de poulet pour 6 € par jour. Mais il doit désormais rembourser 8 000 € de dette. J'ai passé des mois ici à bosser pour payer le voyage. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir dépensé tout cet argent pour me retrouver ici, à la case départ, dans cette situation. Malgré l'échec de Samir, l'Eldorado européen continue de faire rêver, jusque dans sa propre famille. Sur le marché, il retrouve l'un de ses frères, Erich, le dernier à ne pas avoir tenté sa chance en Europe. Erich connaît l'histoire de Samir, pourtant, il lui annonce son départ vers la France. On dit que là-bas, tu n'as qu'à t'allonger et que le gouvernement paye pour toutes tes dépenses. Oui, le gouvernement te donnera un toit, et même un peu d'argent tous les mois. Mais t'en feras quoi si t'es malheureux là-bas? En Europe, on est beaucoup mieux qu'au Kurdistan irakien. Il peut dire ce qu'il veut, mais moi je pars. Erich a déjà contacté les passeurs. Dans 10 jours, il embarquera, direction l'Europe. Ogine, elle, a décidé. Ses enfants, elle les éduquera ici, à Erbil. L'aîné commencera l'école la semaine prochaine. Et pour qu'il ne soit jamais tenté par l'exil, la mère rêve d'une solution radicale, surprenante dans la bouche d'un migrant. J'aimerais que tous les pays d'Europe ferment leurs frontières aux migrants, pour que plus personne n'aille se noyer en Méditerranée et qu'aucune famille ne parte se ruiner en payant les passeurs. Dans un pays en guerre, ils sont peu nombreux comme elle à voir leur avenir en Irak. L'an dernier, 120 000 de ses compatriotes se sont exilés vers l'Europe. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Maurice Ferlet, donc sur ce mouvement marginal, mais qui existe, ce mouvement inverse de réfugiés qui choisissent de rentrer chez eux. On est toujours ici dans ce qu'on appelle la zone sud de la jungle de Calais, zone qui est maintenant presque entièrement évacuée. On a démonté plusieurs centaines de baraquements depuis une dizaine de jours. Restent des bâtiments dits collectifs, comme par exemple cette école des dunes qui a été créée au départ par les migrants eux-mêmes, puis reprise par l'association l'Auberge des migrants, cette école qui va continuer à exister mais qui se retrouve maintenant complètement isolée, cette école qui nous accueille maintenant. Et dans cette école, on se retrouve avec un ancien réfugié afghan. Bonsoir Shakir. Bonsoir. Je dis ancien réfugié afghan parce que maintenant vous êtes français. Cette histoire, l'histoire des migrants qui sont sous la pluie là en ce moment autour de nous dans cette jungle, ce camp de réfugiés, vous l'avez vécu, vous, il y a 12 ans quand vous êtes arrivé en France. Exact, oui. Vous aviez 14 ans. J'avais 14 ans à l'époque. Oui. Vous étiez passé par l'Iran? Passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce, j'ai fait la mer, l'Italie. Et la France, je me suis fait arrêter à Calais. Tout ça avec votre sœur et une tante, donc oui. Enfant, et avec un rêve qui était de passer en Angleterre. Exact, oui. Alors pourquoi vous vouliez absolument rejoindre l'Angleterre? Le problème, c'est que nous, on est anglophone à la base. Quand on intègre l'école en Afghanistan, les cours sont faits en anglais. Les cours, les maths, que ce soit n'importe, on parle anglais, on a les bases. Et pour rejoindre l'Angleterre, c'est plus facile d'intégration pour nous. Et vous aviez de la famille là-bas? Oui. Et donc ce voyage Kaboul-Calais, ça prend plus d'un an? Plus d'un an, oui. Plus d'un an et énormément d'argent surtout. Et le voyage en tout, ça coûte combien là? Après, ça dépend des passeurs, ça peut coûter de 5 000 jusqu'à 15 000 euros. Le tout? Le tout, oui. 15 000 euros par personne, il faut avoir vraiment les moyens, sinon tout le pays débarque en France. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas d'argent. Et ça, c'est la famille qui paye? C'est la famille qui paye, c'est les endettements, il faut tout vendre. Le problème, on ne peut plus retourner dans notre pays. Si on nous expulse demain,
On n'a plus rien là-bas, on arrive sur un terrain vague, on atterrit. Parce qu'on a tout, nous, on a tout vendu. Moi, j'ai tout vendu, ma famille, on a tout vendu. Et par exemple, quand on arrive ici à Calais, si on n'a plus d'argent, il faut de nouveau appeler la famille en Afghanistan et dire il faut repayer. Ils ne peuvent plus payer, on a tout, on n'a plus rien. C'est que quand on est arrivé, c'est qu'on avait presque plus rien. C'est pour ça qu'on était obligé de rester, on a demandé l'asile, on n'avait plus les moyens pour traverser et tout. Quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de rester. Concrètement, vous avez fait combien de tentatives de passage? 4. Et 4 échecs? 3 et 4, oui, 4 échecs, oui. C'est à chaque fois vous faisiez prendre? Oui, c'est à chaque fois où c'était l'arrêt. Et c'était comment ces tentatives? Alors, une fois vous aviez pu acheter des faux papiers? Non, c'est qu'on paye les passeurs, on monte dans les camions. C'est dans les camions, ils nous ouvrent les camions, on nous fait monter, on referme. On referme. Et dès que le camion il démarre, on nous amène vers le port, on monte et si des fois, je sais pas, des fois le camion on dirait il passe pas par le scanner, des fois il passe et je sais pas comment ça se passe leur contrôle, mais à chaque fois on se faisait arrêter. Et alors finalement, après tous ces échecs, quelqu'un vous a dit mais pourquoi est-ce que t'as pas envie de rester en France? Le problème c'est que en France on voulait rester mais on connaissait pas la langue. On connaissait pas comment c'était ici, on connaissait pas les conditions de vie, les parcours, je sais pas, l'administration, tout ça, on savait pas, on connaissait pas les... Et donc on vous a envoyé quelque part ailleurs en France? On nous a envoyé, au début c'était dans un foyer. Et on a appris la langue, on est parti à l'école. J'ai été dans une école et à partir de là, finalement on a décidé de rester. Et donc la France, elle vous a donné un passeport, elle vous a appris un métier, la plomberie? Exactement. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis content, je suis fier. Je suis fier de moi plutôt. Alors vous revenez de temps en temps ici, à Calais? Ici, oui. Vous revenez pourquoi? Pour aider d'autres Afghans qui viennent d'arriver? Oui, aider d'autres Afghans, oui. Je viens, j'ai des connaissances ici, c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous leur dites, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ont fait ce périple pour venir jusque d'Afghanistan jusqu'ici? Mais en fait, ils ne s'attendent pas de ça. Quand ils viennent, ils s'attendent pas à ça du tout. Pour eux, c'est juste une ville de passage et hop, ils sont en Angleterre, c'est pas ça. On voyait ces Kurdes qui sont arrivés cet été en Allemagne dans des conditions dramatiques, ont perdu des proches pendant la traversée entre la Turquie et la Grèce. Puis 6 mois après, ils ont déjà envie de rentrer. Ils ne sont pas très nombreux, mais ça existe, ça vous interpelle? Oui, le problème, c'est que c'est fatigant. C'est qu'il faut attendre déjà. C'est fatigant. Quand ils arrivent, en fait, ils attendent, le premier truc qu'ils attendent, c'est l'interview pour passer, je sais pas, en France, c'est l'OFRA. Pendant 1 an, 2 ans, ils sont là dans les foyers, dans les maisons, je sais pas, ils attendent leur interview pour se faire convoquer par le... Je sais pas, au début, nous, on a mis 1 an, 2 ans ça met trop de temps. Et alors, aujourd'hui que vous êtes installé en France, définitivement, dans votre tête, vous allez rester? En France? Ouais. Pour l'instant, oui. Maintenant, quand j'ai tous mes amis, j'ai mon travail ici. Pour moi, c'est pareil. Angleterre, France, maintenant, c'est pareil. Mais c'est juste, au début, si on doit choisir, c'est comme si demain, vous choisissez un pays. Vous n'allez pas rester, si on vous donnait un pays. Parce que les migrants, ils regardent aussi les statistiques, le travail, où est-ce qu'il y en a. Ils rejoignent où il y a du travail. Ils ne vont pas rester. Déjà, en France, il n'y a pas de travail pour les Français eux-mêmes. Ils ne vont pas rester forcément ici. Ça ne les intéresse pas. Et vous êtes rentré en Afghanistan? Oui, je vais tous les ans. Tous les ans, vous repartez là-bas? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites à votre famille là-bas? Vous leur dites, j'ai bien réussi en France? J'ai réussi, mais eux, ça les intéresse pas. Ils me disent pourquoi la France? Ils comprennent pas. Ils me demandent de partir dans un autre pays, l'Angleterre ou le Canada ou les États-Unis. Et vu d'Afghanistan, on se dit que la France, c'est pas un endroit où... Ils considèrent la France comme un pays pauvre. Ah ouais? Oui. Je sais pas pourquoi, mais ils considèrent pour la France comme un pays pauvre. France, Espagne, Italie, Grèce, c'est considéré comme un pays pauvre. Mais nous, voilà, je sais pas. Merci beaucoup, Shakir. Merci pour ce témoignage donc sur votre histoire de ce petit gamin afghan qui est venu, qui a été bloqué à Calais et qui finalement est resté. On peut signaler ce livre Bienvenue à Calais de Marie-Françoise Colombani parce que les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'association qui gère cette école et qui nous a accueillis ce matin. Voilà pour ce 334e numéro de Complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé, Clément Castex et